Et donc il va y avoir une monnaie libre sur la région de du Diois. Oui, elle existe déjà en fait. Ok. En fait, c'est une extension du réseau. C'est une extension du réseau national ou international? En fait, ça fonctionne un peu comme des champignons, comme des saprophytes. Ça fonctionne de proche en proche, en fait. Le mycélium. Voilà, exactement. C'est tout à fait le principe du mycélium. Et c'est intéressant parce que ça lui donne encore une fois une forme de résilience et d'ancrage territorial. On n'est pas sur un truc justement où il suffit juste de créer un compte sur ordinateur et puis on ne sait pas où ça se passe. Là, cette monnaie, comme je disais, elle est basée sur l'espérance de vie humaine, mais elle est basée sur un ancrage local et surtout de personnes vivantes réelles. C'est-à-dire que là, ce qu'on va devoir faire, nous, dans le Diois, si on veut qu'on puisse développer la monnaie libre et échanger, et puis voilà, et ben, ce qu'il faut, c'est intégrer la toile de confiance. Et la toile de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des utilisateurs de cette monnaie libre qui, de par le fait qu'ils sont capables de dire que les autres personnes autour d'eux sont des personnes vivantes, physiques, qui n'ont qu'un seul compte, qu'elles ne sont pas en train de magouiller pour avoir plein de comptes et tout ça. Pas un compte en euros, enfin, je veux dire, ça n'entre pas. Ça rentre pas en ligne de compte. D'accord. Non, la toile de confiance, c'est ce qui permet de sécuriser cette monnaie, le réseau en fait. D'accord. Autant, il y a tout ce qui relève de la partie technologique, avec l'infrastructure, etc. Comment on peut être sûr qu'on ait les mêmes informations sur le logiciel ADI qu'à Paris. Ça, c'est l'infrastructure technologique par Internet qui permet de relayer les informations et que tout soit bien actualisé au même moment, en même temps. Ça, c'est pour les informations. Par contre, qu'est-ce qui sécurise le fait que telle personne rentre ou telle autre, que celle-là est digne de confiance ou pas, qu'elle n'est pas en train de créer plusieurs comptes? Parce qu'il n'y a que les personnes physiques qui peuvent créer le dividende universel. Donc tout de suite on se dit, ah mais alors je pourrais m'en créer 4 comptes, comme ça je ferai plein de dividendes, tout ça. Et ben, la solution c'est que ça doit s'appuyer sur une connaissance des gens. Il faut 5 certifications, c'est-à-dire il faut qu'il y ait 5 personnes qui garantissent aux yeux du reste des utilisateurs que je suis bien une personne vivante, qui n'a qu'un seul compte, qu'on peut me contacter par 2, 3, 4 moyens. Il y a j'ai plus le terme exact. En fait, quand on rentre dans la monnaie libre, il y a des règles qu'on s'engage à respecter qui sont celles-là. C'est-à-dire, je ne certifie pas n'importe qui, n'importe comment, je suis capable de reconnaître, c'est une vraie connaissance, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se développe comme un mycélium, c'est de proche en proche. C'est par moi, mes cercles de connaissances, petit à petit, voilà, ça se développe comme ça. Donc il faut 5 certifications. Pour ça, il faut se rencontrer. Il faut prendre le temps de s'assurer que les personnes ont bien compris la monnaie libre, qu'on est capable de se retrouver, et voilà. Donc on organise pour ça des rencontres. On en a eu une il n'y a pas longtemps à Minglon, où il y a quelqu'un de Toulouse qui est venu présenter son expérience dans la monnaie libre. Et il y a plusieurs en France, c'est essentiellement en France qu'on est, il y a des gens qui sont à La Réunion, il y en a un peu dans d'autres pays, mais le gros de la communauté est en France. Et on voit qu'il y a vraiment différents pôles d'activité très denses. Par exemple à Toulouse, ils sont super dynamiques. Alors ils sont beaucoup plus nombreux parce que proportionnellement c'est plus grand, mais aussi il y a eu un terreau à un moment donné qui fait qu'ils sont super entrés dedans. En Bretagne, il y a un autre endroit, en Anjou aussi. Enfin voilà, il y a quelques pôles comme ça, dynamiques, c'est rigolo de voir. Mais je pense aussi que si c'est pour échanger, par exemple, des produits, enfin voilà, du concret, c'est plus facile d'échanger avec quelqu'un du Diois qu'avec quelqu'un qui habite au Brésil ou... Ah oui, ça c'est sûr. On ne va pas aller chercher un vélo au Brésil. Non, puis ça n'aurait pas vraiment de sens. Ça n'a pas de sens. Sûr, donc le fait que ça soit local et que ça soit une toile de confiance, c'est vraiment... je veux dire, c'est très pragmatique, c'est très... Ah oui, complètement. Et ouais, je dis ça parce que c'est aussi une chose qui peut rassurer, ou en tout cas donner une autre porte d'entrée à des gens qui seraient de prime abord réticents par rapport à l'outil numérique ou à la dématérialisation. Il y a des gens qui pourraient penser que ah ouais, mais si c'est pas
si c'est virtuel, il y a l'idée du virtuel, si j'utilise un ordinateur ou une machine pour faire des échanges, ça va pas, mais ça c'est l'outillage. Quand on une carte bleue, tout est numérique, hein, tout est virtuel. L'argent qu'on utilise, s'il n'est pas en pièces ou en billets, il est complètement virtuel, autant que la monnaie libre. En fait, on ne devrait même pas dire virtuel, il est juste numérique. Il est numérique, quoi, bien sûr. Mais voilà, il y a une dimension numérique, mais ça ne se fait que dans des échanges réels de personne à personne. Mais donc quelqu'un qui aimerait faire partie de cette aventure et qui n'a pas d'ordinateur, comment il fait? Bon, je pense par exemple aux réfugiés qui sont sur le territoire du Diois. Ils ont tous des téléphones. Ils ont tous des smartphones. En fait, alors... Ça marche avec un smartphone voilà. Okay. À partir du moment où on a un smartphone, ça marche. Ça, c'est pas un souci. Il y a, comme je disais, c'est très court, enfin c'est très récent, c'est avec 2 ans. Ça fonctionne, juste pour repréciser un truc, c'est que, en fait, tout ça s'est créé que sur de la bonne volonté, des gens qui ont été des contributeurs libres, qui ont investi du temps, de leur énergie, qui ont pris sur eux sur des heures incommensurables de travail. Et donc ça avance avec cette énergie-là, réellement. Et aujourd'hui, en 2 ans, on arrive déjà à avoir un écosystème logiciel qui est déjà vraiment très intéressant, mais pour pallier à cette problématique de gens qui ne sont pas équipés de smartphone, moi par exemple, j'ai pas de smartphone. Bon, j'ai internet, j'ai un ordinateur. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'ordinateur. Il y a des gens qui... il y a déjà des gens qui ont... ça, c'est pas un smartphone. Et ben, ils sont en train de créer, et de le sécuriser comme il faut, de pouvoir utiliser la monnaie libre juste à partir de ces choses-là. Okay. Donc, il y a des gens qui ont aussi mis en place des cartes. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, il faut quand même que ça puisse se connecter au réseau. Oui, bien sûr. Donc, ça ne peut pas être viable. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'accès, il ne pourra pas utiliser la monnaie. Ou alors, il faut qu'il fasse confiance à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il va déléguer. En fait, moi, je ne le conseille pas. Mais on pourrait imaginer que comme tu vois, il y a des points d'accueil CAF, des points d'accueil de je ne sais quoi. On pourrait très bien imaginer une conciergerie, un point d'accueil relais pour la monnaie libre. Mais faisant ça, c'est-à-dire que les gens qui vont devoir déléguer leur accès à leur compte, c'est comme si on déléguait ton compte en banque. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce risque-là. C'est-à-dire que je vais autoriser quelqu'un d'autre que moi à faire des mouvements sur mon compte, à me dire ce qu'il y a dessus, etc. Donc voilà. Tout est possible, mais ça induit d'autres choses. Après, une monnaie libre pourrait exister sans ordinateur. Par contre, elle serait incroyablement plus lente à se développer. Parce qu'on peut très bien faire les calculs au papier, hein, pour savoir, puisque le principe c'est, il faut qu'on ait tous la même part monétaire créée chaque jour. Ben, en fait, c'est juste une règle de 3. Il faut qu'on puisse savoir combien il y a de personnes dans la toile de confiance, quelle est la masse monétaire totale à cet instant-là, quel est le taux de croissance qu'on a mis, parce qu'il faut que la monnaie suive la vie. On peut le faire à chaque fois, mais il faudrait qu'on soit sûr que tout le monde on fait des petits bouts de papier pour se dire « Ah tiens, tu compteras ça ». Tout est possible. Juste que, comme on est passé... enfin voilà, ça nous permet juste de gagner plus de temps, d'être plus effectif. Les machines font mieux des calculs répétitifs que les humains en fait. Et elles les sécurisent d'autant plus. Mais donc par exemple sur le Diois, qu'est-ce qu'on peut acheter ou vendre via la monnaie libre? Aujourd'hui, pas énormément de choses, parce qu'on est très peu d'utilisateurs. Moi j'ai relancé la dynamique que depuis là quelques mois, parce que entre temps j'ai eu un petit bonhomme et que je me suis occupé d'autres choses. Mais par exemple, moi j'ai une chaise en bois à vendre, en jaune, j'ai des demandes de service à faire par contre. Les autres je les ai vendus en cours de temps. Mais il n'y a pas encore grand chose, si tu veux. C'est pour ça en fait, toute économie a besoin d'une petite masse critique à un moment donné. Bien sûr. Pour qu'on dise ah oui tiens, il propose ça, ou ce qu'il faudrait qu'on fasse, on va réfléchir à ça cet après-midi justement, et suivre l'exemple d'autres groupes locaux, c'est organiser des G-marchés. Comme il y a des brocantes, on va faire des marchés en jaune. C'est ça. Donc ça peut être des vides-greniers, des vides-maisons, ou se proposer des choses. Juste aussi pour nourrir la confiance. Parce qu'une monnaie, qu'est-ce que c'est si ce n'est juste un système de confiance en fait. On se dit, voilà, on s'est doté de règles partagées. C'est nous qui l'avons fait, c'est pas d'autres. On se donne de règles qu'on va suivre pour jouer à un jeu qui nous permet du coup d'échanger pour
voilà, travailler ensemble. Donc il faut que ça grandisse. Mais après, il y a plein de possibilités. Là, en ce moment, on réfléchit avec le jardin nourricier, qui travaille avec un système de points en interne qui est super intéressant. Et bah, du coup, on est en train de réfléchir, ah tiens, est-ce que finalement la monnaie libre ne pourrait pas remplacer avantageusement le système de compte en temps, en points, pour du coup se connecter à un réseau plus large. Parce qu'en fait, si on reste sur un réseau fermé, bah, du coup, on se noyote. Là, tac, si on reste ouvert, bah, du coup, moi, si je trouve pas ce dont j'ai besoin dans ce réseau-là, par contre, je peux me connecter au réseau voisin, etc. Et puis voilà, on grandit comme ça. Donc potentiellement, on pourrait avoir peut-être bientôt du maraîchage, moi, des services de tous ordres. Ça va fonctionner, en gros, comme ce qui se passe dans les selles ou les accorderies. Au début, il y a des services qui ne nous coûtent pas plus, entre guillemets, que le temps qu'on peut investir ou des choses qu'on a déjà. On ne prend pas beaucoup de risques à vendre des choses qu'on aurait pu jeter ou qu'on aurait donné par ailleurs, ou voilà, pour lesquelles ça ne nous met pas en porte-à-faux vis-à-vis de l'économie en euros, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aucun changement ne se fait du tout au tout. En fait, elle est complémentaire. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler de manière expérimentale, mais en faisant des preuves, que en fait, une autre forme d'organisation monétaire nous permet d'avoir un autre rapport économique, un autre rapport politique, un autre rapport social. Donc du coup, on essaie de tramer ça les deux en même temps et de voir, voilà, qu'est-ce que finalement, comment on peut faire grandir d'autres choses, quoi, qui sont peut-être plus justes, qui ont plus de sens, qui vont nous permettre de projeter différemment, quoi. Ok. Merci. Ouais.